Vous êtes dans le 20h, bonsoir, bienvenue à tous. Voici pour vous les titres du journal. Les travaux préparatoires du tunnel de Kindia ont été lancés ce week-end. Ces travaux devront aboutir à la construction d'un chemin de fer de 650 km, à suivre le reportage de Mamadou Saliouba dans ce journal. Et puis la prise en compte des besoins prioritaires des jeunes taxis-motards au cœur d'un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la réduction des violences politico-sociales qu'on a créé à Zéro-Corée. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, le consortium Wining Simandou vient de lancer les travaux préparatoires du tunnel de Kindia. Ces travaux interviennent après celui du port minéralier de Morbaya dans la préfecture de Forêt-Caria. Ce chantier du consortium Wining Simandou aboutira à un chemin de fer de 650 km. Mamadou Saliouba et Salifouli Fossissé nous amènent donc à Madinaoula où le chantier est déjà en cours. Suivez. Vu de loin, le site ressemble à une mine. Mais ici, nous sommes à Madinaoula, dans la préfecture de Kindia, où bientôt sera construit sous la montagne un tunnel monotube de 11 km. Un projet titanesque de Simandou Wining Consortium qui a lancé ce vendredi les travaux préparatoires du tunnel de Kindia. Nous sommes dévoués à construire un chemin de fer moderne et respectueux de l'environnement, caractérisé par des normes élevées, une qualité supérieure et une efficacité exceptionnelle. Fruit des conventions de base Simandou Bloc 1 et 2, la construction du tunnel est basée sur une conception optimisée avec des équipements et une technologie avancée. La suite des travaux de construction d'un port à Moribaya dans la préfecture de Forêt-Caria est le début d'une autre infrastructure plus imposante, la construction d'un chemin de fer de 650 km qui partira de Kerouané au port de Moribaya. Un corridor économique, une sorte de trait d'union qui va profiter à l'État guinéen. Le projet d'exploitation du minerai de fer de Simandou est stratégique et ambitieux pour la République de Guinée. Il porte sur le développement d'une chaîne de production intégrée de minerais de fer, la réalisation d'infrastructures ferroviaires et portuaires, ainsi que la construction d'une aciérie de transformation de fer à terre. Ce projet majeur est une priorité pour la Guinée, qui s'inscrit pleinement dans l'agenda de diversification de la production minière et de transformation économique porté par le chef de l'État. Avec ce projet de 15 milliards de dollars, ce sont plus de 30 000 emplois directs en phase de construction, 10 000 en phase d'exploitation, contre 65 000 emplois indirects en phase de construction et 20 000 en phase d'exploitation. Une opportunité d'autant plus que ce tunnel ferroviaire, le plus long de la sous-région, va aussi servir de voie de transport pour les personnes et leurs biens. J'invite toutes les autorités à tous les niveaux, ainsi que les populations riveraines, à une collaboration mutuellement avantageuse, condition sine qua non de la réussite du projet. De même, la société chargée de l'exécution des travaux devra veiller au respect du contenu local pour éviter tout désagrément qui serait de nature à perturber le calendrier des travaux. La durée de la réalisation du projet est de 35 mois. Le projet Simandou prévoit un programme de formation et un transfert de compétences en faveur des Guinéens. Retour à Conakry, violence faite aux femmes en période de Covid-19. C'est parti donc pour 2 mois d'études sur l'ensemble du territoire national. L'initiative est de l'ONG F2DHG avec l'appui de ses partenaires. La cérémonie de lancement a connu la participation de plusieurs défenseurs des droits de l'homme, y compris la ministre des Droits et de l'Autonomisation des femmes. Le reportage est signé Aoulatousso Alseni Kamara.
C'est le siège de la dite ONG qui a servi de cadre au lancement officiel du projet de lutte contre les violences faites aux femmes en période de Covid-19. À l'entame de la présentation du projet, la présidente rappelle que plus de la moitié des femmes ont subi au moins une forme de violence physique pendant sa vie, soit 55,7% selon une étude menée en 2017. Moussa Yeroba souligne que le confinement dans le monde à raison de la pandémie a accentué davantage les violences faites aux femmes. Quand une étude sera faite, on fera la typologie des violences enregistrées, une cartographie de ces violences, savoir par exemple par région, quelle violence a été le beaucoup plus remarquée. Est-ce le viol, est-ce les violences conjugales, est-ce la traite des personnes? F2DDHG se bat pour la protection et l'épanouissement de la femme, un engagement qui trouve des échos au niveau des partenaires. Commandant Bernard Tchengiano explique comment son service entend apporter sa contribution. Quand vous prenez par exemple les cas de viol, avant on pouvait faire un mois sans recevoir un cas, mais pendant cette période, je vous rassure qu'il n'y a pas une seule semaine où on ne reçoit pas un cas de viol. Donc c'est pour dire que cette période, les gens ont mis cette période, je ne vais pas dire à profit, mais c'est une période qui a contribué à l'augmentation des violences dans les différentes familles. C'est par visioconférence que la ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes a pris part à la cérémonie. Hawa Biavougui rassure que son département va s'investir pour minimiser les VBG. Faire de collaboration avec eux pour pouvoir réellement soutenir son accompagnement qui est important. Et si nous ne réussissons pas à renforcer la coordination, on ne pourrait jamais être efficace sur le terrain. Le projet de lutte contre les violences faites aux femmes en période de Covid-19 a démarré au mois de février dernier et va s'étendre sur 15 mois. Et puisqu'on parle de violence, malgré les multiples efforts consentis dans la lutte contre le phénomène, le viol persiste encore en Guinée et les petites filles sont les plus exposées à ce fléau. Selon les dernières statistiques publiées par la Brigade spéciale de protection des personnes vulnérables, plus de 100 cas de viol sur mineurs ont été enregistrés courant 2020 uniquement dans la capitale guinéenne. L'ambassade des États-Unis vient de doter la police nationale en matériel informatique et d'engins roulants. Ce geste permettra à la police nationale guinéenne d'équiper ses centres de formation, mais aussi renforcer la capacité d'intervention des agents dans la sécurisation des populations et de leurs biens. Le compte-rendu d'André Mossier Milimono et Ablaï Kamara. C'est un don composé de 35 ordinateurs, de drones professionnels, mais aussi des motos qui faciliteront la mobilité des formateurs des écoles nationales de police. Ce don arrive à point nommé au moment où les centres de formation de la police en ont besoin. C'est un ouf de soulagement pour l'institution de formation, car ce matériel rentre dans le cadre non seulement de la formation de nos personnels, mais qui vient renforcer les capacités opérationnelles de l'institution. Au moment où nous nous apprêtons à accueillir un effectif de 1500 nouvelles recrues, et cela nous va droit au cœur. Ce matériel sera utilisé à bon escient. Présent à la cérémonie de remise, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rappelé la volonté de l'ambassade des États-Unis d'accompagner son département dans la gestion de la sécurité des citoyens. Il a ensuite fait une mise en garde aux bénéficiaires de ce don. Tout ceci doit nous aider à assurer le mieux possible notre mission de sécurisation des biens et des personnes. Vous avez ici du matériel de pointe qui a été accompagné de formation, d'expertise, de documents qui permettent de l'exploiter. Ce que je souhaite, comme je le dis tout le temps, c'est que ça ne dorme pas dans les armoires, dans les tiroirs et dans les entrepôts de l'école de police, des commissariats ou des CMIS, c'est que ce soit effectivement utilisé sur le terrain pour les missions auxquelles elles ont été destinées. L'ambassade des États-Unis, à travers son représentant, a promis de poursuivre son assistance auprès des forces de sécurité du pays, notamment par la formation des formateurs des écoles nationales de police.
Je vous le disais au sommaire, les responsables du projet d'appui à la réduction et de l'instrumentalisation des violences politico-sociales des jeunes conducteurs de moto, taxi en période électorale viennent d'initier un atelier de priorisation pour la prise en compte des besoins des jeunes conducteurs de taxi-moto. Il est question pour les organisateurs de se pencher sur des mécanismes devant aboutir à la prise en compte des besoins et préoccupations de ces jeunes dans les plans communaux de développement. Mamadou Sadio Baldé, Aliouba. Les conseillers communaux, des directeurs de jeunesse, coordinateurs de taxi-moto et des acteurs de la société civile des 5 communes de la capitale discutent de la normalisation du métier de taxi-moto et de leur encadrement. Pour que les besoins et les préoccupations des jeunes conducteurs de mototaxi, qui sont aujourd'hui des acteurs clés de notre vie socio-économique, soient présentés, discutés et pris en compte dans la planification au niveau de la base, dans le sens de la normalisation de leur activité, dans le sens de l'accompagnement en termes d'esprit associatif, mais aussi en termes de résilience, pour ne pas qu'ils basculent dans la violence et dans l'instrumentalisation. 3 institutions accompagnent le projet. Au terme des activités, tous les acteurs se retrouveront pour une évaluation. La poursuite du projet sera conditionnée par le succès de celui en cours. Ce sont des fonds catalytiques. Parce qu'avant ce projet, les gens ne pensaient pas, en fait, n'avaient pas investi dans ce domaine-là. Donc c'est pourquoi le projet s'inscrit dans 18 mois. C'est pourquoi à la fin, qu'on puisse inciter d'autres bailleurs à s'intéresser à la zone, à cette activité. Donc à la fin, il y aura une évaluation finale du projet avec les partenaires du gouvernement, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Le maire de la commune de Ratoma et le ministère de la Jeunesse ont salué l'accompagnement de partenaires et promettent d'œuvrer pour la réussite du projet. Et permettra aussi aux services déconcentrés à la base de prendre en compte les préoccupations de ces jeunes, notamment leur encadrement et aussi leur sécurisation. C'est des jeunes qui sont diplômés, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de possibilité de travailler. Donc si on organise bien le secteur, je pense que ça peut être une très bonne chose. En tout cas, nous sommes avec eux, on les accompagne et on souhaite que tout le monde les accompagne, que ce soit l'État, que ce soit les bailleurs de fonds. Lancement ce week-end de la première édition du Salon de la lecture Salek en abrégé. Objectif, pousser les élèves et étudiants guinéens à s'intéresser à la lecture afin de renforcer leurs capacités et leur niveau. L'initiative d'un groupe de jeunes amoureux du livre. Compte rendu, Justin Leno et Brahmassouri Kamara. Le Salon de la lecture en abrégé Salek est une compétition littéraire interscolaire et interuniversitaire. Il vise à renforcer les capacités des élèves et étudiants guinéens en leur inculquant le goût de la lecture. L'initiative a été mise en place parce qu'on a constaté que nous sommes dans un pays où la lecture est tout sauf une priorité. Alors, ça se dit dans la plupart des cas que l'élève guinéen n'a pas de niveau ou que l'étudiant guinéen n'a pas de niveau ou alors que le Guinéen en général n'a pas la culture de la lecture. D'accord, c'est vrai, c'est une réalité qui existe. Mais nous, de notre côté, qu'est-ce que nous avons fait pour inverser la tendance? Et justement, le Salek vient pas pour blâmer ou répéter la même chose que les autres ont déjà dit, c'est d'apporter des solutions au système éducatif guinéen. La première édition de cet événement a démarré ce samedi par une formation en développement personnel et en mind mapping, une méthode facile pour résumer un texte littéraire. Cet outil s'appelle la carte cognitive ou la mind mapping. L'objectif de cet outil, en fait, c'est vraiment une hiérarchisation de liens entre les données, dont l'objectif est justement de structurer et de faire émerger en fait une information. 69 candidats participent à cette première édition du Salon de la lecture. Ils bénéficieront des livres qu'ils vont lire avant de restituer le contenu. Toute personne qui lit est une personne cultivée et nous remarquons ces dernières années, plusieurs étudiants ou élèves ont du mal à lire, à avoir l'amour de la lecture. Les 24 et 25 mars sont les dates retenues pour la présélection entre 15 écoles pour 45 candidats. Nombreux sont les jeunes qui ne lisent pas. Ils n'ont pas un certain niveau de culture générale. Et quand on entend parler de culture générale, c'est quelqu'un qui lit.
Une seconde présélection se fera le 26 mars entre 8 universités pour 24 candidats. La finale, elle, est prévue pour le 10 avril entre écoles et universités. Dernier élément de cette édition, comment réduire la pauvreté des enseignants. C'est l'objectif que s'est fixé la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. Elle vient de mettre en place une coopérative dont le rôle consiste à approvisionner le personnel enseignant en denrées alimentaires de première nécessité. Compte rendu Justin Leno et Brahmassouri Kamara. Les enseignants de Guinée s'engagent à demeurer solidaires. Réunis au sein de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, ils viennent encore de procéder au lancement d'une coopération pour la paix et le développement en milieu scolaire. Le mouvement syndical, par les coopératives, les mutuelles, peut améliorer la condition de vie et de travail de ces syndiqués à la base, sans tendre la main à qui que ce soit. Autre objectif de cette coopérative de solidarité est de lutter contre la pauvreté en obtenant le titre présidentiel en denrées alimentaires. Elle s'est fixé des objectifs suivants. 1. Contribuer à la réduction de la pauvreté et la sous-alimentation en milieu scolaire. 2. Assurer et promouvoir le bien-être des enseignantes et enseignants de Guinée. La cérémonie est présidée par l'ex-ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ibrahima Khalil Konaté s'est dit conscient de la souffrance de l'ensemble des enseignants de Guinée. Après 20 ans, vous avez pris la responsabilité de revivre cet événement en créant une coopérative. Et vous choisissez la même école et le même lieu pour venir déposer le riz au carré avec créé pendant plus de 20 ans. Que vous en soyez remerciés. Jamais je ne cesserai d'être aux côtés de mes pairs, même si je ne suis plus aux affaires, promet l'ex-ministre. Et c'est cet élément réalisé par Justin Leno qui met fin donc à ce journal réalisé par Bernard Kondolo, coordonné à la régie par Abouakar Fotesouma, Lamine Sidibé et Salimou Fofona. Grand merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Espace TV. Au revoir.